Bonjour Célia, bienvenue à nouveau dans Biz and Bibs. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Alors pour celles et ceux qui débarquent, Célia est déjà passée l'an dernier à mon micro dans un hors-série spécial sur l'épuisement parental qui a été diffusé l'été et c'est tout ce que vous aviez envie d'entendre apparemment parce que ça a été un des épisodes les plus écoutés de 2025 et c'est vrai que toi Célia, tu es au contact direct des parents, tu es pédiatre. Et tu vois dans ton cabinet quand même beaucoup de parents qui s'épuisent un petit peu à la tâche. Donc finalement, tu es là pour les enfants, mais tu es aussi là pour les parents. Je suis surtout là pour les parents finalement, parce que les enfants, ils vont bien, les enfants, ils s'adaptent à tout. Et il y a même des parents qui me disent, mais vous êtes vraiment pédiatre parce que je passe plus de temps à parler avec eux et pour eux et les soutenir que finalement l'enfant, parce que je leur dis toujours, c'est si vous, vous allez bien, les enfants iront bien, si vous allez mal, les enfants iront mal. Donc c'est vous d'abord, c'est la priorité, c'est les parents en fait, c'est pas tellement l'enfant. Tout à fait. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de parler avec toi justement de la pression que peuvent ressentir certaines mamans avec cette pression d'être la bonne mère. C'est vraiment un mythe qui s'est construit et notamment les réseaux sociaux n'aident pas forcément, mais il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent de pas assez faire bien les choses avec leurs enfants. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant d'informations et pourtant jamais autant de pression. Est-ce que c'est ton constat également? Alors aujourd'hui, c'est un vrai choix de faire un enfant. Donc déjà, on a la contraception, on a l'IVG, donc c'est mon corps, mon choix. Mais maintenant, c'est encore plus, c'est vraiment, il y a quand même la natalité qui s'effondre, il y a 9 à 10% de femmes qui ne veulent pas faire des enfants. Donc celles qui choisissent de faire des enfants, vraiment, elles choisissent le moment, elles choisissent comment, elles choisissent où, elles choisissent comment accoucher, avec qui. Et donc oui, elles ont plus le temps qu'avant. Enfin, c'est plus, je rencontre quelqu'un, je me marie, je fais des enfants, je réfléchis même pas. Là maintenant, on réfléchit beaucoup et quand on fait un enfant, malheureusement, les femmes me racontent qu'on entend ah bah tu l'as voulu, t'assumes quoi. Hmm. Il y a ce Ouais. côté-là aussi qu'on n'entendait pas avant. Enfin moi, mes patientes me disaient pas ça avant. Donc c'est un vrai choix, c'est vraiment réfléchi. C'est pas pour ça que c'est facile, mais donc il y a un fantasme. Plus on a attendu longtemps, voilà, on va refaire. Avant l'âge moyen, c'était 22 ans. Je crois que mes parents ils m'ont eu à 22 ans et maintenant c'est 32 ans. Il y a eu 10 ans en deux générations. Plus on a fantasmé, plus on a lu, plus on a réfléchi, plus on s'est renseigné, plus on se met la pression, plus la barre est haute. Et la déception est grande parce qu'on a fantasmé. C'est pas la déception d'être parent, c'est la déception par rapport à ce qu'on a fantasmé. Plus on est vieille, plus on a eu le temps d'imaginer, de rêver, d'acheter des petites tenues, des petits machins. Et moi, je ferais ça dans sa tête, de se raconter un film. Dès qu'on voyait un enfant, mais moi, je ferais jamais ça, mais moi, je ferais ça, mais moi, je ferais comme ça. Hmm. Et c'est sur quoi qu'on attend les mamans aujourd'hui? C'est quoi justement les choses sur lesquelles on leur met la pression? Oh, alors, honnêtement, on leur met la pression, mais elles se mettent la pression. Elles se mettent beaucoup la pression de je veux accoucher sans péridurale, je veux que le papa y participe, je veux allaiter, je veux enfin bon, cette nuit j'étais de garde et il y a un monsieur qui a fait beaucoup d'humour. Il y avait les écrans derrière avec le rythme de la maman et du bébé. Et puis le bébé naît, il se retourne et puis il fait ah mais pas d'écran avant 3 ans. Et puis il met la main sur les écrans. Il était très très drôle ce papa, mais voilà, il vient d'être papa. Ça fait 10 minutes qu'il était papa et directement l'injonction pas d'écran avant 3 ans. Et il se l'est mis tout seul. Alors c'était pour faire une blague, elle était très bonne la blague, j'ai adoré. Mais je me dis, waouh, ça y est, enfin, la barre est haute, quoi. Hmm. Donc les injonctions de la société de santé publique, bien manger, 5 fruits et légumes par jour, pas d'écran, bien dormir. Et puis les injections qu'elles se sont mises, elles, beaucoup. Et après, oui, il va y avoir évidemment les remarques de l'entourage, les avis non sollicités. Donc ça fait beaucoup. Enfin, c'est énorme par rapport à avant. C'est énorme. Comment est-ce qu'on navigue justement avec toutes ces injonctions entre celles que nous met la société, que peuvent nous donner notre entourage, qu'on se met soi-même? Comment est-ce qu'on fait pour, finalement trouver aussi les parce que ces injonctions, elles viennent parfois aussi
de bons sentiments ou en tout cas, enfin, quand c'est l'entourage, c'est pas toujours, négatif, c'est des conseils, mais tout le monde a l'impression de donner le bon conseil et finalement, c'est à nous aussi de trouver un petit peu lequel est le bon. Comment est-ce qu'on peut faire, pour, essayer de se dépatouiller parmi toutes ces informations et ces injonctions? Bah, c'est très très dur parce qu'il faudrait travailler avant de faire des enfants pour avoir suffisamment confiance en soi pour s'écouter soi-même et pas écouter les autres, pas être dépendant du regard des autres ni des avis des autres. En fait, les autres, le village autour de l'enfant, il est là pour soutenir les parents, notamment dans l'intendance, soutenir les parents, c'est bien ce que vous faites du mieux que vous pouvez, bravo, soutenir et non pas donner des avis non sollicités. Ils connaissent pas cet enfant. Il y a que les parents qui connaissent cet enfant. De quel droit ils donnent des avis non sollicités? Enfin, Donc mettre, déjà informer son entourage, mettre un petit peu des pas des règles, mais leur expliquer, c'est aussi une façon de se protéger? alors ça pourrait être gentil de dire oui, si tu veux m'aider, bah tu viens avec un bon gratin dauphinois et puis tu mets chaussettes ou tu fais le jardin, moi j'en sais rien. Voilà la façon dont j'aimerais que tu m'aides. Par contre, les avis non sollicités, non merci. On peut faire la notice avant, mais après, est-ce que les gens de l'entourage vont Oui. réussir à se taire? Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Ce qui est, ce qui est fou, parce que les grands-parents, quand ils ont un enfant qui a un nouveau métier, ils vont demander alors ton nouveau boss, toi ton entreprise, oh là là, ma pauvre, c'est difficile, il est pas facile ton patron, enfin j'en sais rien. Hein, euh, on est soutenu par notre famille, notre entourage, nos amis par rapport à notre boulot, mais par rapport à notre parentalité, on est jugé, on est critiqué, on a des avis non sollicités. Ah bah moi à ta place je ferais ça. Ah bah moi le mien il s'est saigné à tel âge. Ah bah moi non 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 non. Mais alors qu'au boulot on dit pas ah bah moi avec mon boss je le gère nickel. Hein. On dit pas ça. Non mais c'est. Oui, Alors oui, je tout sais à pas fait. pourquoi, j'ai pas d'explication, mais je trouve que sur la parentalité, la société n'est pas soutenante. En tout cas dans notre pays, parce que ailleurs c'est pas pareil. Mmh. Mais Heu, pourquoi? Je sais pas pourquoi. Pourquoi on n'est pas à dire à sa copine, oh là là, ma pauvre galère, le quatrième, comment ça va? Waouh, t'es formidable. mmh. Non, mais c'est clair et ça joue aussi sur la culpabilité, maternelle qu'on connaît très bien. C'est-à-dire que, «Ah mais peut-être que je fais pas les choses, assez bien», on se remet en question. Heu, Quand est-ce qu'elle commence cette, culpabilité, maternelle? Je pense que la culpabilité des femmes, c'est très genré. Elle va être depuis qu'on est toute petite et qu'on nous dit qu'on doit être sage, gentille, jolie, bienveillante, qu'on doit s'occuper des autres, que nos besoins doivent passer après ceux des autres. C'est l'éducation silencieuse de toute une culture française qui fait qu'on demande ça aux femmes. Et c'est vraiment démontré dès la crèche, dès l'école maternelle et l'école primaire, et que on s'occupe des besoins des autres tout le temps, et que dès qu'on fait quelque chose pour nous, on culpabilise. Voire on le fait pas de toute façon. Et Mmh. donc on s'écoute pas soi-même. Et donc cette être gentil, prendre soin des autres, se comparer aux autres pour être la plus gentille, la préférée de la maîtresse ou j'en sais rien. Hein. Pour ça, je pense que ça remonte à loin après. Après materner son conjoint, être la maman de son conjoint, sa poubelle émotionnelle, sa psy, sa psychiatre, voilà. Et donc, je dois m'occuper de mon conjoint, je dois m'occuper de mes parents, je dois m'occuper de mes enfants. Et je fais jamais bien, donc on culpabilise tout le temps parce qu'il y a une partie de nous qui est pas écoutée, on n'écoute pas nos besoins. La culpabilité, elle vient parce on n'a pas rempli toutes nos cases. Sinon, quand on remplit toutes nos cases, on va bien. Si on prend soin des gens de façon adaptée, il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité, elle est parce qu'on se dit qu'on fait pas assez ou qu'on fait pas bien. Quels sont les conseils que tu donnerais justement à une mère qui a tout le temps l'impression de ne pas être à la hauteur? Bah, j'essaye de la valoriser. Et déjà moi en tant que pédiatre, je lui dis qu'elle est formidable, que tout ce qu'elle fait c'est extraordinaire. Des fois quand elle me dit ah mais j'y arrive pas, je sais pas faire, je leur dis mais regardez déjà cette merveille. Je montre le bébé. C'est quand même vous qui avez fait cette merveille. C'est vous qui avez été capable. C'est-à-dire le corps d'une femme, il donne la vie. Déjà, j'essaye ouais, de les faire sourire comme tu viens de sourire en disant mais waouh, c'est déjà tellement formidable. Et puis, ce qui compte pour votre enfant, c'est juste que vous soyez là, que vous soyez toujours sécurisante pour lui, que vous l'aimiez. Et le reste, on s'en fiche. Et les études ont vraiment démontré, que ce soit en soins palliatifs avec les gens qui meurent, où on a été interrogé des enfants en disant mais c'est quoi le plus précieux, c'est quoi le plus extraordinaire, qu'est-ce que t'aimerais dans ta vie?
Et à chaque fois, c'est du temps avec les gens. Mmh. C'est pas avoir une nouvelle voiture, c'est pas aller au poney ou je sais pas quoi, c'est pas avoir une grosse montre, je sais plus, si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a loupé sa vie ou je sais plus quoi. Non, à la fin de notre vie d'adulte, les moments les plus beaux, enfin, ce qui a été le plus beau dans notre vie et ce qu'on va regretter, c'est les moments avec les gens qu'on aime. Et les enfants, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau de Noël? En vrai, en fait, c'est du temps avec leurs parents qu'ils veulent. Du temps précieux. C'est Oui. pas, donc la culpabilité, c'est passer du temps avec vos enfants. Tant pis si c'est pas, les carreaux sont pas faits. Tant pis si c'est des pâtes voilà, c'est encore des nouilles. Bon bah c'est encore des nouilles et puis c'est tout. Enfin, Il y a la notion aussi de temps, qualitatif, c'est quelque chose qui revient souvent, dans mes interviews, de parents entrepreneurs qui ont une vie à 1000 à l'heure et généralement, ils sont nombreux à me dire, des fois j'ai pas, 2 heures effectivement, enfin j'ai pas énormément de temps, mais ce que je fais, c'est que je me pose, je fais un jeu ou 2 avec mes enfants et au moins je suis vraiment présent ou présente avec eux pendant ce moment-là et après bon, bah, si je dois retourner travailler, je leur explique. Mais l'idée, c'est de se libérer et d'être vraiment présent avec, ses enfants. et sans téléphone. Il y a un vrai, sans télé allumée, sans rien. Et ça, Mmh. c'est, voilà, c'est vraiment un temps précieux. Mon mari, quand il rentrait du boulot, que les enfants étaient petits, on va dire 4 et 2, là, l'âge où ça bouge un peu, il avait besoin d'un sas pour, en arrivant à la maison. Les enfants lui sautaient dessus. Papa, j'ai fait ça, nanana. Et ça, il y arrivait pas, ça le saoulait. Et je lui disais, mais reste dans le garage. On a un garage où on est en vélo. Donc, mets ton vélo dans le garage, fais ce que tu veux dans le garage. Mais quand tu viens, à ce moment-là, ils ont besoin que tu sois présent. Donc, c'est là, tu es disponible pour eux. Et ça va prendre moins de temps que si tu les rejettes, que tu attendez. Et un jour, je lui dis, bah, on va chronométrer. Donc, il a fait sa stratégie à lui. Attendez, laissez-moi ranger mes affaires. Attendez, j'ai pas enlevé mes chaussures et mon manteau. Attendez. Ils ont été pénibles pendant 1h20. C'est vraiment une expérience personnelle, hein. 1h20, je lui ai montré le chrono. Le lendemain, je lui ai dit, tu restes dans le garage. Tu fais ce que tu veux dans le garage. Tu te calmes, tu t'écoutes de la musique, tu lis ton bouquin, j'en sais rien. Et quand tu viens, on leur donne le temps qu'ils veulent avec toi et on va voir ce qui se passe. 20 minutes. Pendant 20 minutes, papa, nanana, fais-moi rire, fais machin, nanana. Au bout de 20 minutes, hop, ils sont retournés jouer tout seuls. Et je lui dis, regarde, ça te prend 20 minutes, alors que d'habitude, ça te saoule pendant 1h20. Et Mmh. on avait rigolé en disant, bah, regarde. Et le besoin que les enfants ont de leurs parents, c'est l'enfant qui sait combien il a besoin. On voit un enfant qui tombe, qui va dans les bras de sa mère, et puis après qui se dandine pour redescendre, c'est pas la mère qui le relâche. C'est l'enfant qui sait la dose qu'il a besoin. Et si on chronomètre, il y a des études, c'est pas long en fait. Non. Mmh. Tant vraiment, il est pas si long que ça. Donc un jeu, 2 jeux, on sait pas. L'enfant, il a besoin d'un temps. Alors faut pas lui dire, parce que sinon c'est sûr qu'il faut pas dire l'expérience. Mais il a besoin d'un temps qui est vraiment pas si long que ça, hein. Et c'est grave justement de ne pas aimer, parce que ça, c'est aussi un sujet, les mamans et les papas, il y en a qui n'aiment pas trop jouer, avec les enfants. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire quand on n'aime pas jouer. On peut faire la cuisine, on peut faire du jardin, on peut danser, on peut chanter, on peut faire de la musique, on peut dessiner. Enfin, il y a l'enfant, il a tellement de choses à apprendre que lui jouer, il s'en fiche. Si vous regardez Rendez-vous en terre inconnue, je suis une grande fan parce qu'on voit plein de cultures, plein de pays différents. Les parents ne jouent pas avec les enfants dans les autres pays. On n'est que 5% de la population à avoir notre mode de vie et on croit que c'est partout dans le monde comme ça. Que non, dans tous les autres pays du monde, les enfants ils dorment avec tout le monde, ils sont allaités par tout le monde et tout le monde s'occupe de tout le monde et ils vont bien, mais on ne joue pas avec eux. On est avec eux, on leur chante des chansons, on les câline et hop ils vont jouer, ils reviennent, mais on joue pas avec. Tu parlais justement, tout à l'heure de d'autres formes de parentalité, notamment qui étaient, plus à l'écoute des mamans. Ce serait quoi les modèles ou le modèle de maternité que tu aimerais voir un petit peu, plus aujourd'hui, davantage aujourd'hui? Ben, par exemple au Danemark, la mairie organise au moment où on fait la déclaration de grossesse, on reçoit 3 noms de dames qui ont dans le même quartier, qui ont le bébé en même temps que nous.
Ça va devenir nos. Donc on est à quatre, enfin c'est quatre dames. C'est génial ça. Génial, et c'est pas compliqué, ça coûte rien. Et ces quatre dames-là, et ben en fait, le congé maternité il dure 1 an. Hein. Et ben toutes les semaines, le lundi matin, elles vont aller chacune leur tour les unes chez les autres, juste prendre un café et pas avoir à faire à manger les courses et tout ça, juste un café et se raconter en même temps les mêmes misères de la vie, parce qu'on vit en même temps les nausées de la grossesse, tous ces trucs-là absolument charmants. Euh, et le côté en même temps. Ça s'appelle un groupe de pères aidants et les études ont montré que ça marche mieux que d'aller voir des professionnels de santé, des psychologues, des sages-femmes, des pédiatres. Et donc ça coûte rien. 96%, je crois, en Australie, de femmes ont pareil des groupes de pères aidants, de gens qui vivent la même chose en même temps que soi. Et ce Mmh. serait très simple. Donc le fait que les femmes entre elles s'écoutent, parce qu'elles s'aident pas, hein, elles ne font pas des tâches ensemble ou elles gardent pas les enfants ensemble. Juste, elles s'écoutent, elles se plaignent ensemble ou elles se réjouissent ensemble. Ah ça y est, il fait ses nuits, il a 4 ans. Euh, enfin, ça c'est prouvé que ça aide et ça coûte rien. Et ça, ce serait extraordinaire de faire ça. Et c'est les mairies qui Et organiseraient ça. non, mais j'adore que tu cites ça en réponse à ma question parce que c'est quelque chose que j'ai fait donc pour, montrer justement un exemple que ce soit pas obligé que ce soit la mairie qui vous incite à faire ça, c'est aussi possible de le faire soi-même. Quand j'étais à Barcelone, j'ai vécu ma grossesse en même temps qu'une amie qui m'a dit: «Ah, j'ai rencontré quelqu'un qui était enceinte aussi en même temps que nous». On a fait un groupe WhatsApp et en fait, on a fini à 8 sur ce groupe WhatsApp. On a accouché entre décembre 2023 et juillet 2024 et on s'est appelé les Mamacitas du coup, parce qu'on était les Françaises à Barcelone, enceintes en même temps et on a vécu nos grossesses, nos accouchements, notre postpartum ensemble et là, du coup, on est toutes mamans de petits garçons et petites filles qui ont, 2 ans, donc on vit toutes, voilà, ces tempêtes émotionnelles ensemble et on essaye de naviguer ça ensemble et clairement, je sais que je n'aurais pas vécu ma maternité, de la même façon si je n'avais pas eu ce groupe de soutien, d'autant plus dans le cadre où moi j'étais, immigrée, dans un autre pays, Mmh. donc j'étais, une étrangère dans un autre pays et ça aussi c'est encore une autre couche, quand on devient maman pour la première fois, donc c'était vraiment important, de me créer ce cercle de mamans. Et ben voilà, tu vois. Et ça, c'est prouvé scientifiquement que c'est ça qui aide le plus les mamans. Donc il y a des initiatives, hein, là où je travaille au centre hospitalier du Belvédère, l'ARS a financé des groupes de, donc on dit des pères aidants, alors on dit, c'est embêtant le PAIR parce qu'on entend PERE, Oui. donc c'est embêtant, mais des groupes de parents ensemble dès le début de la grossesse et jusqu'aux 9 premiers mois de l'enfant. Et vraiment c'est super, je suis intervenue dans 2 des groupes, c'est génial. Moi j'ai pas connu ça et j'ai trouvé ça vraiment Justement, quelles sont les ressources, que les mamans peuvent demander? Est-ce que, elles peuvent se renseigner auprès de leur pédiatre ou de leur maternité pour voir s'il y a ce genre d'initiative qui est ouais, faite? exactement. Ça, c'est vraiment très, très aidant parce que même si c'est la sœur, la cousine, si c'est pas exactement le même âge, il y a 2, 3 ans d'écart, ben on a oublié. Heureusement, c'est pour ça qu'on en refait. C'est très, très bien fait, mais on oublie assez vite les misères ou les petites joies. Et c'est vraiment vivre la chose ensemble. C'est ça qui vous rapproche toutes les 8. C'est vraiment ça. Mmh. Quelle serait la phrase que tu aimerais que toutes les mères, entendent? Bah, vous êtes formidable. Vous êtes merveilleuse. J'aime bien le merveilleuse. Je sais pas si, parce que c'est des mères qui veillent sur leurs enfants et elles sont merveilleuses. C'est incroyable. C'est quand même notre corps, il donne la vie. On a notre cerveau qui se modifie pour s'occuper de ce bébé-là. On n'est plus jamais la même quand on passe dans une IRM cérébrale. On sait si on a eu un enfant ou pas. Enfin, c'est quelque chose je ne m'émerveillerai jamais assez de ça. Et les enfants, voilà, c'est des pépites quoi. Alors c'est épuisant, c'est pour ça qu'il faut se faire aider pour pouvoir savourer ce moment-là et pas Mmh. galérer toute seule quoi. Ouais, ce serait ça ton conseil, notamment à celles, qui vivent cette pression-là, ces injonctions de la société, ce serait, d'essayer, déjà d'en parler autour d'elles, mais aussi de se faire aider, de trouver un groupe aussi de mamans Mm. qui peuvent vivre la même chose qu'elles? Nous, il y a une association dans notre région où c'est des mamans qui viennent aider des mamans qui viennent à la maison s'aider. Enfin, il y a, mais c'est ponctuel. Alors que là, le lien que tu as avec ce groupe-là, tu vois, c'est vraiment ça. Mmh C'est mh. autre Mmh. chose. Encore. Si tu avais une dernière chose que tu voudrais dire
pour cet épisode, dédié à la pression des jeunes mamans, la culpabilité maternelle, quelque chose pour, déculpabiliser ou un conseil, ce serait quoi? Mais ce que vous faites, c'est déjà formidable. Le bébé, il a besoin que de vous. Vous êtes le plus beau jouet du monde, parce que quand elle me demande qu'est-ce que j'achète comme jouet, mais vous avez une voix, des mains, vous dansez, vous bougez, vous êtes merveilleuse. N'en rajoutez pas plus. La culpabilité, c'est vous qu'en rajoutez, parce que vous voulez faire plus que ça. Mais il n'y a pas à faire plus que ça. Vous êtes extraordinaire. Non, mais vraiment. Merci Célia, je suis sûre que ce discours, aidera de nombreuses mamans qui nous écoutent. On peut te retrouver sur Instagram et puis aussi tu as sorti plusieurs livres, je mettrai les noms, et les titres, dans la description de l'épisode. Merci Célia et à très vite. Avec plaisir.